On sent que les choses sérieuses commencent, hein. Nous sommes vraiment au cœur de ce pavillon 7 avec toutes les régions, les stands qui se remplissent. À partir de ce moment-là, les visiteurs du Salon de l'Agriculture pensent à se substanter et forcément il y a ce qu'il faut. Alors nous ici sur le stand des Pyrénées-Atlantiques, je peux vous dire que nous sommes ravis. Félix Mathieu qui est avec nous depuis ce matin. Félix, vous êtes allé faire un tour dans les allées. Ça y est, il y a des produits phares, il y a des stands choc. Oh oui, et l'affluence se fait ressentir effectivement vu qu'il y a de quoi manger, de quoi boire dans ce stand des régions et des spécialités régionales. Forcément, de plus en plus de visiteurs. Ils s'installent pour déguster les spécialités locales, mais je peux vous dire que déjà dès 9-10 heures, ça tournait déjà pour certains. Oui, il y avait un peu de monde quand même. Au pâté en croûte, au vin rouge, même vers 9-10 heures. Oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi des boissons. Hein. Alors, original comme petit déjeuner, me direz-vous. Bon, sauf que certains s'étaient levés au cœur de la nuit pour installer les différents stands. Donc pour eux, 9-10 heures, c'était déjà l'heure du déjeuner. En tout cas, du côté des visiteurs, beaucoup quand même la joue stratégique, hein, comme l'a raconté tout à l'heure une jeune exposante d'un stand de jus de pomme et de cidre, à savoir qui commence le matin ça, par les autres pavillons. Normandie, ça. Oui, ouais, voilà, plutôt c'était une Normande, effectivement. Voilà. Donc les visiteurs, ils commencent par les autres stands, là où il y a les vaches, les cochons le matin. Et puis, à l'approche de midi, là, ils se dirigent petit à petit de plus en plus vers le stand des régions et des spécialités régionales dans ce pavillon 7, histoire de commencer les réjouissances à l'approche de midi. Vous restez bien sûr à l'affût et aux aguets, cher Félix Mathieu. On a vu un stand, alors d'ailleurs très intéressant, celui de l'Office national des forêts. Et nous avons demandé à Juliette Cadeau, qui est chef de projet événementiel, de nous retrouver. Bonjour Juliette Cadeau. Mais bonjour. Nous étions très contents de voir nos forêts représentées aussi dans ce salon de l'agriculture. Ça semble évident, hein, bien sûr. Mais c'est évident parce qu'après l'agriculture, les forêts sont la deuxième occupation du sol en France. 30% du territoire est occupé par les forêts, qu'elles soient publiques ou privées. Comment vont nos forêts françaises ? Eh bien, je pense que tout le monde a en tête ce qui s'est passé l'été dernier, les incendies terribles qui ont ravagé nos forêts. Donc la forêt évidemment va pas très bien, elle est soumise au changement climatique et donc il est important que nos forestiers se mobilisent et ils le sont. Voilà, ils mènent de vastes projets de recherche et d'innovation pour faire en sorte que la forêt perdure. Mais c'est pas simple. Toutes vos équipes aussi font un travail qui est crucial, qui est celui de la régulation, parce qu'on a de plus en plus besoin de bois, le cours du bois d'ailleurs augmente et nos forêts doivent s'adapter. Alors les forêts doivent s'adapter, on l'a dit, dans le contexte climatique actuel, hein, donc c'est tout des projets de diversification de plantation et puis effectivement le bois est un allié précieux parce que c'est le bois qui capte le CO2, enfin la forêt en capte, mais une fois en matériau bois, le bois continue à faire ce travail-là, donc c'est très important d'utiliser du bois. À titre personnel, j'arrive d'une semaine des forêts des Vosges, mais quelle magie, qu'est-ce que c'était beau nos forêts, qu'est-ce qu'on en a besoin. Nous viendrons vous voir sur votre stand, c'est promis, Juliette Cadeau. On y compte bien parce qu'on attend les enfants et on attend aussi les étudiants parce qu'on recrute, donc venez rejoindre l'ONF, il y a des métiers porteurs de sens. Le message est passé, l'Office national des forêts. Merci Juliette Cadeau. Dans un instant, puisque nous sommes chez lui, dans le stand des Pyrénées-Atlantiques, le président du département, Jean-Jacques Lasserre, sera notre invité dans une petite minute. Allez, pratiquement, la pause publicitaire. À tout de suite au Salon de l'Agriculture. Eh bien, on peut dire qu'elles sont passées vite. C'est 2 heures dans les petites travées de ce pavillon 7 où nous retrouvons toutes les régions représentées, des stands où nous dégustons, où nous buvons, et puis ce stand où Sud Radio s'est arrêté, celui des Pyrénées-Atlantiques, avec le patron qui est là, évidemment, Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Qu'il est beau votre 64, cher Jean-Jacques Lasserre. Bien entendu, nous sommes très fiers de représenter ce département qui véritablement est un département d'exception pour différentes raisons que l'on constate visuellement dans ce salon d'ailleurs. Et que nous avons vu, alors nous avons parlé de plein de choses depuis ce matin, on a parlé le sport, évidemment, les Pyrénées-Atlantiques et le sport avec le cyclisme. On a parlé du Béarn, les différentes composantes, le Béarn, le Pays Basque. On a parlé aussi de l'agriculture. Vous êtes agriculteur, c'est un beau symbole finalement que le président soit un agriculteur. Bon, symbole ou pas, en tout cas, je suis agriculteur, bien entendu. J'ai passé ma vie dans ce métier, sur mon exploitation. J'ai exercé des responsabilités dans le monde agricole, syndical ou économique. Et puis je me suis dévoyé en politique. Vous savez, dans ma vie, il y a des enchaînements, des
des opportunités. Oui. C'est ma vie, quoi. C'est le destin aussi. Voilà, aussi. Bon, chez vous, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a la mer, il y a la montagne, il y a de tout. On a vraiment un département privilégié, géographiquement, comme vous l'indiquez. Nous avons une partie littorale qui est merveilleuse, qui est très belle, et qui est dans le prolongement du littoral de la péninsule ibérique. Qui ajoute encore un cachet particulier. Oui, une fois qu'on est de l'autre côté à Irun, bon, c'est un peu le prolongement. On est encore un peu chez soi. C'est le prolongement, on est un peu chez soi, mais avec tout de même des ingrédients supplémentaires qui donnent directement ou indirectement de l'attractivité à notre propre côte basque, et puis la montagne, bien entendu, avec, on le constate d'ailleurs, un regain d'intérêt en direction de ces espaces-là, qui ont été, je dirais, pas abandonnés, mais regardés peut-être d'une façon un peu détachée, un peu lointaine. On se rend compte, crise de la société, évolution des mentalités, le Covid qui est passé par là, on se rend compte très nettement d'un regain d'intérêt pour ces espaces. Je vous poserai des questions, Président, sur la capacité de votre département finalement à faire venir une jeunesse qui peut-être vit aujourd'hui en région parisienne, dans le nord, dans le centre de la France. Mais reconnaissez quand même que ce qui s'est passé ce week-end est un atout considérable. Le journal du dimanche a fait paraître donc le classement des villes préférées des Français, des villes et des villages. Et alors là, pardon, on parlait de sport tout à l'heure, on va reprendre un terme sportif, c'est un carton plein pour les Pyrénées-Atlantiques parce que dans le top 5 des grandes villes, il y a Bayonne et Biarritz déjà. Pau n'est pas loin. Pau n'est pas loin. Non mais que voulez-vous, ça, on a conscience de vivre ces conditions en vérité. Alors c'est pas notre seul mérite et surtout par notre talent. C'est toute une strate de raisons, la situation géographique, la situation climatique, de véritables traditions d'accueil, de savoir-être, de savoir-vivre, comment dirais-je, des notions de sécurité qui sont évidentes. Nous faisons partie de territoires de France où malgré bien entendu des interpénétrations sociétales où on est dans une ambiance de véritable sécurité, et rajoutons à ceci, comment dirais-je, un ancrage culturel, ça on oublie toujours de le dire, un ancrage naturel qui fait que lorsqu'on est dans cet espace-là, Béarn ou Pays Basque, on a l'impression de vivre une collectivité qui a véritablement des racines toujours vivantes, toujours intéressantes. C'est un peu le supplément d'âme que l'on peut donner à... Je vais y revenir parce que j'ai des petites questions pièges un peu quand même à vous poser sur le Béarn et le Pays Basque. Bon, mais juste quand même, le classement des villes, oui, le classement des villages, c'est encore plus impressionnant avec Guétari. Ce village de Guétari qui est aujourd'hui le préféré des Français. Alors, quand on remonte la côte, il y a Biarritz, il y a Saint-Jean-de-Luz, on arrive vers Guétari. Alors, à l'époque, il y avait un chanteur, un Georges Guétari. qui était d'origine grecque, d'ailleurs. Voilà, qui avait rien à voir. Mais maintenant, aujourd'hui, Guétari, c'est pas un ancien chanteur, c'est le village. Qu'est-ce qu'il a de magnifique, ce village? Qu'est-ce qu'il a? Il a d'ailleurs un linéaire de côte qui est magnifique. C'est un petit village avec une très belle architecture. Il fait bon vivre, les maisons sont belles, avec une animation locale très particulière. Et à deux pas, je le répète, à deux pas de l'Espagne, du Pays Basque intérieur, c'est un village qui a beaucoup de charme. Mais vous savez, il y a des moments où on est presque victime de cette attractivité. Parce que j'allais vous le dire, au mois d'août par exemple, que d'embouteillages. C'est normal, il y a tous les vacanciers. Mais c'est un véritable débat entre véritablement la volonté que nous avons de protéger notre culture, de protéger des conditions de vie, des façons d'être, et je dirais les obligations que nous avons d'avoir un Pays Basque accueillant. On a vécu le Covid, on a vu avec quel plaisir les personnes qui ont souffert du Covid, beaucoup plus que nous, les personnes qui vivaient dans les villes. On a aussi un devoir d'accueil, vous comprenez. Personne n'est propriétaire de son espace, ni des choses qui s'y produisent et qui s'y passent. Donc le vrai sujet chez nous, c'est de savoir comment peut-on maintenir une attractivité qui est réelle, qu'il ne faut pas détruire, tout en essayant de jouer ce rôle d'accueil, de communication, d'ouverture vers l'extérieur. Bon, le petit clin d'œil, j'y viens parce que ça me tient à cœur. Moi, je viens du sport, alors il y a les amis béarnais, les amis basques. Bon, je saluais tout à l'heure Gilbert Duclos-Lassalle. Pau, le Béarn, c'est le Tour de France et tout ça. Bon, il y a quoi comme différence entre les Béarnais et les Basques? Parce que c'est le même département pour vous. Vous devez avoir le même regard. Ils sont cousins.
j'aimerais qu'on dise qu'ils sont frères. Oui, dites-le. Moi, pour différentes raisons, je suis passionné par ce département, et bien entendu, vous l'indiquez d'une façon perfide, mais je vais répondre. Il y a véritablement deux cultures, un peu, vous le dites avec beaucoup de sourire, mais c'est la vérité. Oui. Deux cultures différentes, adossées à des façons d'être qui ne sont pas si éloignées que ça. Et moi, je pense, pour vivre dans un petit village qui est à la jointure du Béarn et du Pays Basque, j'en profite pour en parler, c'est Bidache, c'est le plus beau village de ce département. Allez-y. On appelle ça le pays charnégou, charnière. Et dans mon village, on pratique les sports basques, on parle gascon et basque, et je suis, comment dirais-je, de par ma vie, placé dans un endroit où je profite des bénéfices que l'on peut engranger, si je puis dire, pardonnez-moi, de la pratique de ces deux cultures, et d'un regard croisé que l'on peut jeter. Il y a de la compétition, bien entendu. Il y a des comparaisons qui des fois se traduisent par des compétitions dures. Évidemment, c'est le jeu. Je crois pouvoir dire qu'il y a quand même, au fond des choses, une envie de vivre ensemble et du plaisir de vivre ensemble. Alors, c'est la vie. Un petit pot Biarritz ou un petit pot Bayonne en rugby, par exemple, ça peut être sympa. Avec les aléas de la vie. Bon, Biarritz est moins en vue maintenant, Bayonne émerge. Voilà. La section paloise a ses difficultés. Ce qui ne facilite pas la discussion, bien entendu. C'est tellement. Et alors, dites-moi, pour vous, quand même, président du département, les départements sont toujours sollicités. Vous avez un nombre de sportifs, de clubs de haut niveau, c'est impressionnant. Le basket, le handball, ça n'arrête pas. Le football aussi, Je crois que sincèrement, dans notre département, on n'est pas les seuls. C'est pas votre apanage. Il y a un réel goût pour l'effort physique. Ça remonte à la nuit des temps. Et cette envie de pratiquer, de faire de l'effort physique se traduit par des adhésions à des sports complètement différents. Il y a toujours eu, mais c'est pas notre apanage, le sens du défi, le sens de la comparaison, le sens du jeu. Et tout ça se traduit par des pratiques sportives. Nous avons comme sur le plan agroalimentaire, nous avons tous les sports de la création, les sports collectifs ou individuels. Le canoë-kayak, par exemple, à Pau. Le canoë-kayak à Pau, avec bien sûr des figures emblématiques que nous connaissons bien et dont nous sommes très très fiers. Mais il y a une véritable, je pense, alors c'est valable qu'on aille dans le GR ou dans un véritable esprit de compétition et d'engagement physique. Et ça s'est produit, je pense, par nos cultures, les traditions rurales qui étaient faites d'efforts physiques, qui étaient faites également lorsqu'il y avait des moments de jeu, qui étaient faire de comparaison. C'était les jeux de la force basque ou les jeux celtiques ne sont pas très loin finalement. Et puis il y a toujours ce fameux mur. Alors le mur pour jouer à la pelote basque. Donc quand vous allez sur les petits villages basques, souvent en extérieur, à Pau il y a le fameux Rayalaï. Bien sûr. Bien sûr. Pau, en face du Palais des Sports. Probablement les plus belles installations pelote de tout le département et de France d'ailleurs. Il y a une place libre, il y a un Rayalaï, il y a véritablement, c'était M. Labarère à l'époque qui avait. Mais parce qu'il y avait... André Labarère, l'ancien maire de Pau. Bien entendu. Et parce qu'il y a sur Pau une pratique de pelote basque qui avait été mise en route par des Basques qui travaillaient à Pau. À l'époque, quand j'étais arrivé à Pau, c'était presque l'expatriation. Mais ceci a généré du goût pour ce sport. Et la pelote basque est très pratiquée en Béarn, très pratiquée dans les Landes d'ailleurs. Ne parlons pas des pays du monde où il y a un peu de culture basque. Et donc Pau est très bien monté. Et il y a vraiment une vraie pratique de pelote basque à Pau. Parlons économie maintenant. Dans les attraits que vous mettiez en avant tout à l'heure pour faire venir cette jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, économiquement, le département se porte bien? Alors, je ne parle pas des finances départementales, mais il y a une vraie activité économique, un tissu industriel même. Tracez-nous le portrait. Nous avons la chance, alors vous savez... on n'est pas à l'abri de difficultés et nous avons des soucis bien entendu. Mais on a la grande chance d'avoir dans notre département une économie très diversifiée. Pour différentes raisons, historiques notamment. Alors vous savez, l'histoire, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait de l'aéronautique chez nous? Nous avons de l'aéronautique, nous avons des industries métallurgiques, nous avons également vécu l'éclosion des bassins de lac et tout ce que cela a produit. Et en ce moment d'ailleurs, les acteurs du bassin de lac, et nous essayons de les accompagner, mais c'est eux qui en ont la responsabilité, sont en train de réussir la reconversion du bassin de lac. Donc dès l'instant que je vous dis des industries florissantes, l'aéronautique, la métallurgie, le bassin de lac qui va tout de même après des difficultés connaître une belle embellie, une industrie touristique qui tient la route également, un agroalimentaire. Et moi c'est un peu mon métier. Et moi je puis vous dire qu'au niveau des structures coopératives ou privées, nous avons une densité de sociétés sur les produits carnés, sur les produits laitiers, sur les produits végétaux. Avec du coup sur la partie agriculture, nous avons évoqué avec les producteurs, les agriculteurs, toutes les problématiques climatiques notamment. On peut dire que les Pyrénées-Atlantiques gardent une espèce de singularité climatique
il y a quand même toujours la chaleur, il y a quand même toujours la pluie, vous vous en sortez bien. Mais c'est la nature, oui, c'est vrai. C'est la nature. Mais vous savez, l'histoire dit que s'il y a des champs de course dans notre département, s'il y a une densité de terrain de golf, c'est parce qu'il gèle peu, tout simplement. Les Anglais étaient venus de Sant'Andrews pour s'installer à Bière, notamment. Ils avaient noté qu'il gèle rarement, et s'il y a des champs... C'est pour toutes ces raisons-là. Alors, tout ceci n'est pas dénué de soucis. Tout à l'heure, on discutait avec des responsables de sociétés agroalimentaires qui sont dédiés par rapport à leur fourniture. On discutait avec les responsables de l'industrie laitière, par exemple. Donc, on a les grands soucis que nous avons en économie agricole, et notamment une désaffection des producteurs pour différentes raisons aussi, notamment un historique de rémunération qui n'a pas été convenable. On se rend compte que notre industrie agroalimentaire, elle est soucieuse du renouvellement des générations, et c'est pour ces raisons aussi qu'on essaie de s'impliquer et de trouver un cadre convenable. Merci en tout cas Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de nous avoir encore renforcé dans l'idée que vous avez quand même un département particulièrement attrayant, attractif, et qui nous accueillait, puisque nous étions pendant ces 2 heures ici sur le stand des Pyrénées-Atlantiques. Sud Radio en direct du Salon de l'Agriculture. Ça va continuer toute la semaine. Merci à toutes nos équipes, Micha Garde qui est le responsable de la production, à la réalisation également de Jamel Abdelak, pour préparer l'émission Joseph Ruiz. Voilà toute l'équipe de Sud Radio qui est présente toute la semaine ici au Salon de l'Agriculture. Je passe le relais à André Berkov tout de suite.